avec un minimum de sérieux, d'entourage et de cerveau, c'est un top 5 mondial. Bonjour Johan, bienvenue Bonjour. sur Tout Terrain. Merci, c'est gentil pour l'invitation. Comment tu vas? Très bien, et vous? Ça va nickel. Est-ce que avant de débuter, tu pourrais te présenter? Johan Cardinal, vient de faire 30 ans il n'y a pas très longtemps. Ancien gardien de l'OGC Nice où j'ai fait quasiment toute ma carrière là-bas. 2 ans que je suis au Sporting Toulon. Et voilà pour mon parcours et moi. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on parle de ton parcours junior où tu es passé par plusieurs clubs de la région. Donc tu as joué à Saint-Cyr, tu as joué à l'OM et tu as joué à Herbel avant de partir pour Nice, toujours chez les jeunes dans un premier temps. C'est à quel moment que tu t'es dit que ouais, tu allais pouvoir finir pro? Alors, pour te dire la vérité, ça a toujours été mon rêve, comme on va dire beaucoup d'enfants, mais j'ai jamais envisagé autre chose dans ma vie qu'être joueur professionnel. C'est-à-dire, tu sais, quand on est, je sais pas, quand on est à l'école en CM2 ou en 6e, quand tu rentres, on te demande toujours de remplir une feuille, nom, prénom, et ce que tu aimerais faire dans la vie. Et ben moi, sur cette case, j'ai toujours marqué footballeur professionnel. Et tous mes profs me disaient, non, il faut un métier. Et moi, je leur disais, je veux faire ça. Et sans savoir qu'il allait avoir ça. Ouais, bien sûr. Mais ça a toujours été vraiment mon but dans la vie. Et après, quand j'ai intégré le centre de formation de Nice, eh ben, on se met à y croire, on se met à travailler pour y arriver. Et après, bien évidemment, il faut de la chance, de la réussite. Ouais, ça on y viendra. Après, voilà, il y a ouais. tous les facteurs qui rentrent en jeu, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Est-ce que, du coup, comme tu l'as dit, tu pars à 15 ans du coup, de chez toi pour partir donc à Nice au centre de formation. Est-ce que c'est pas trop dur quand on a cet âge, on a encore un enfant, de partir vivre loin de sa famille? Alors pour être honnête avec toi, ça a été l'un des moments les plus durs de ma vie parce que moi j'ai été collé H24 avec mes parents et mon petit frère. J'ai jamais été quelqu'un qui sortait beaucoup avec ses collègues. Le soir j'étais tout le temps avec mes parents, donc je suis vraiment très très fusionnel avec ma famille. Donc quand on s'est séparés à 15 ans, je me rappellerai toute ma vie, ma mère elle était dans le hall et quand le directeur du centre il dit bon faut y aller, ma mère elle avait des grosses lunettes noires, elle les a mis sur la tête pour pas me montrer qu'elle allait Ouais. pleurer. Elle s'est tournée, ils sont partis, donc ils ont pleuré de leur côté, je suis rentré dans ma chambre. J'ai pleuré du mien, mais ouais ça a été un moment vraiment vraiment difficile. En 2013, du coup, tu signes ton premier contrat professionnel à l'OGC Nice. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, l'envers du décor? Oh, elle est longue l'histoire de mon premier contrat pro, elle est quand même longue et tu vas voir qu'il y a de la malchance. Et au final, cette malchance m'a servi. Euh, J'arrive dans ma dernière année de contrat stagiaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le contrat stagiaire, c'est le contrat qu'il y a avant pro. Ok. C'est-à-dire qu'à la fin du contrat stagiaire, c'est où tu signes pro ou on ne te garde pas. Et là, moi, j'arrive dans ma dernière année de contrat stagiaire et l'entraîneur des gardiens des pros me dit écoute, on compte pas sur toi. Va faire des essais où tu veux. Cette année, ça va être très difficile. Tu t'entraîneras pas avec les pros. C'est fini, Nice. D'accord. Et en octobre, en m'entraînant avec la réserve, je me fais une grosse blessure au tibia. Il y a un joueur qui me tacle et j'en ai pour 4 mois. Je dois me faire opérer. Sauf que quand je me blesse, il y a le numéro 4 qui prend un carton rouge en réserve. Moi, je suis numéro 5 si tu veux Ok. des pros. Ouais, d'accord. Tu as les 3 des pros, Ouais. tu as un mec de la réserve et toi. moi-même. Ok. Tu as le numéro 4 qui prend un carton rouge en réserve. Tu as le numéro 3 qui se fait déchirure du psoas. Ok. Donc il est out 4 mois. Tu as le numéro 2 qui se blesse. Donc ils prennent Anthony Mandrea, aujourd'hui gardien de l'Algérie Ok. et du Stade Malherbe de Caen. Ils prennent lui qui a 16 ans et il s'entraîne avec les pros et il est remplaçant en Ligue 1. Mais pour moi, être remplaçant à ce moment, ça aurait été comme une victoire vu qu'il Ouais, me bien vire. sûr. Tu comprends? Du coup, quand je le vois sur le banc, je demande un rendez-vous avec le chirurgien, je lui dis j'opère plus, je veux reprendre. Mais il me dit mais c'est impossible, tu vas même pas arriver à courir. Je m'absente encore 2 semaines, donc Mandrea il est encore remplaçant pendant 2 semaines. Et là je reprends la course. Je reprends, mais je boite comme un taureau qui a pris une balle. Hein. Et, et puis le coach il vient me voir, il me dit écoute Johan, pour ta détermination et ton sacrifice,
tu as ma parole que ce week-end, tu es sur le banc. À Lorient. Donc, je suis sur le banc une fois, 2 fois, 3 fois. Après, les gardiens reviennent de blessure. Ok. Et Puel a dit, les 6 derniers mois, je veux que tu t'entraînes avec nous pour te récompenser de ton sacrifice. Et à la fin des 6 mois, il m'a dit, pour te récompenser encore de tout ça, on te fait signer pro 1 an. Ok. Donc en gros, mon premier contrat pro vient d'une blessure. Ouais, c'est une belle histoire, hein. Ouais. En 2015, c'est l'année qui va te révéler au grand public parce que tu commences la saison en tant que 3e gardien derrière Simon Pouplin et Moïse Hassen. Mais avec un concours de circonstances et des blessures des deux, une nouvelle fois, tu vas te retrouver premier gardien et tu vas faire tes débuts en Ligue 1. Comment est-ce que tu avais vécu tout ça? C'est là où je te disais, il faut le facteur chance dans le foot et dans la vie en général. La saison elle commence, tu pars en numéro 3, première journée de championnat, Simon Pouplin il dégage un dégagement à 6 mètres anodin et il se pète le psoas encore. Donc il est out et il y a Moïse Hassen qui rentre en jeu. Il se blesse aussi en équipe de France et là je rentre en jeu et quand je rentre, mon premier match c'est Rennes-Nice. À 21h, Canal+, une belle affiche, un peu plus de pression et ça s'était super bien passé. Et après, une fois qu'on est lancé, il faut plus s'arrêter. Mais bon, c'était des bons moments. Moïse Hassen ensuite, donc, il revient de blessure. Et à ce moment-là, donc, Claude Puel, il décide de te remettre sur le banc. Est-ce que toi, tu t'y attendais? Il y avait un peu de la déception quand même? Non, franchement, je m'y attendais. 3 matchs pour inverser une tendance, Ouais, c'est court. c'est très très compliqué. Mais j'avais fait un très bon match à Rennes où on avait gagné. On avait perdu le 2e match que je fais au Gazélec Ajaccio. Et mon dernier match, je joue contre le Stade Malherbe de Caen en coupe. Je finis homme du match. Je fais un match où quand tu es gardien, il y a des jours où il y a tout qui te réussit. Il y a tout qui m'avait réussi. Et on avait gagné 2-1 à la dernière seconde. Mais je savais très bien que Moïse, quand il allait revenir, allait reprendre sa place de titulaire. Mais que ça allait mettre le doute et la pression. Tu comprends? Ouais. Et quand tu joues avec le doute et la pression, c'est pas pareil que quand tu joues et que tu es sur un siège. Et du coup, quelques semaines plus tard, donc Hassen, La semaine qui suit. la semaine qui suit, il se fait exclure. Et donc, tu vas le remplacer et tu ne quitteras plus les cages pour le reste de la saison. Voilà, Moïse a fait entre guillemets l'erreur de trop. Il prend rouge à Toulouse. Je rentre et on perd à 10 contre 11. Et là, Puel, on joue contre Paris et Moïse revient de suspension et il dit. Il donnait toujours l'équipe la veille du match du lendemain. Ouais. Donc, la veille du match. Et là, il dit exceptionnellement aujourd'hui, comme on joue Paris, je ne dirai pas l'équipe aujourd'hui, je la dirai à la fin d'entraînement. Ok. Pour voir le comportement de tout le monde. Et dans les journaux, il y avait la question va-t-il remettre Moïse ou laisser Cardinal? Et là, on finit la séance et il dit voilà, l'équipe de demain, c'est Cardi. Et là, moi, après, je ne sais plus ce qu'il a dit. Quand il a dit Cardi, il y a tout qui s'arrêtait. Et ouais. Je vais jouer Paris à l'Alliance, tu vois. Ouais, bien sûr. Et est-ce que... d'abord, j'ai une vidéo pour toi que je vais te montrer. Allez, tiens, je te laisse regarder. Ah, t'aimes. Nice Gazélec. Ah, déjà, tu l'as? Ah, Nice Gazélec Ajaccio aussi. Avec ta réaction mythique, est-ce que Ben Arfa, pour toi, c'est un génie? Il est impressionnant? Ah, c'est au-dessus du génie. C'est à thème avec un minimum de sérieux, d'entourage et de cerveau. C'est un top 5 mondial. Ok. Ça doit être un top 5 mondial pendant 15 ans. Ça doit être. Mais ça, les gens qui ne l'ont pas connu, quand on va leur dire c'est niveau. Pas Messi, parce que Messi, c'est encore. Mais c'est niveau. Voilà, ça doit jouer au Real de Madrid, ça doit jouer à Manchester United toute sa carrière. Mais les gens qui l'ont vu que le dimanche, ils ne peuvent pas comprendre. Bien sûr, il faut le côtoyer. Ils vont dire ça va, il abuse. Non, mais c'est la vérité. C'est que c'est un joueur de classe mondiale qui n'a pas eu du tout la carrière qu'il devait avoir. Comment est-ce que toi, tu as vécu le départ qui était inattendu, on peut dire, de Claude Puel et l'arrivée de Lucien Favre? Parce qu'à ce moment-là, du coup, tu étais numéro 1. Et avec un nouvel entraîneur qui arrive, tu ne sais jamais sa hiérarchie à lui, laquelle va être. C'est vrai que moi, j'avais été surpris parce qu'on venait de finir 4e et on avait fait une saison
où on avait super bien joué au football, on avait procuré de belles émotions et du beau jeu. Et quand il a été remplacé, c'est vrai que ça a été une surprise. Et bon, moi, à titre personnel, ça m'a fait, désolé du terme, mais ça m'a fait chier parce que Ouais, quand tu fais 27 matchs, qu'on te lance enfin dans le bain et ouais, bien sûr. que tu es bon, tu te dis, bah, l'année prochaine, il va repartir sur les mêmes bases. Ouais, ouais. Et quand tu es un nouveau coach, c'est toujours les cartes sont toujours redistribuées, il faut toujours reprouver, il faut Mm. toujours être bon. Donc, ouais, ça a été un peu délicat. Est-ce que maintenant tu peux nous parler donc, de la saison 2016-2017? Donc c'est la saison avec Lucien Favre. Toi personnellement tu découvres la Ligue Europa, mais surtout avec Nice vous terminez troisième de Ligue 1 avec 78 points, donc qui est un total assez élevé. Et à ce moment-là, toi-même personnellement tu étais en termes de statistiques d'arrêt arrêté, tu étais dans les meilleurs gardiens d'Europe à ce moment-là. T'en gardes un super souvenir j'imagine. Pardon, oui, on peut en garder qu'un bon souvenir quand entre guillemets, tu massacres un peu tout le monde, quand les équipes avaient peur de toi, enfin de toi, quand je dis moi, c'est Ouais, ouais, l'OGC le Nice, club, ouais, hein. bien sûr. Quand elles avaient peur de nous, quand elles nous craignaient, c'est que du bon. On arrivait avant les matchs et les joueurs ils nous disaient oh, s'il vous plaît aujourd'hui doucement. On n'avait pas joué le match qu'on savait qu'on l'avait gagné. Dans le vestiaire il y avait une ambiance, elle était exceptionnelle. L'Alliance Riviera où il y avait le feu un peu tous les week-ends. Aujourd'hui ça sonne un peu vide. On a réussi à procurer des émotions. Je pense que la France entière était contente de voir jouer Nice. Ok. Au-delà de nos supporters, les gens disaient il y a Nice qui joue, on va se régaler, tu vois. Ouais, bien sûr. Tous les matchs qu'il y avait, on proposait du football. Qu'on a... Je sais pas si on se rend compte, mais la saison, elle est exceptionnelle. Si on n'a pas les blessés, au mois de février et mars, si Cyprien et Pléa ne se blessent pas, je dis pas qu'on aurait été champion, loin de là, mais on aurait pu batailler jusqu'à la fin. Lumière des projecteurs. Toi, personnellement, comment tu gérais les critiques dans la presse, mais aussi les éloges? Franchement, les critiques, au bout d'un moment, tu essayes de plus regarder les Ouais. réseaux, tu essayes de plus regarder les critiques parce que sinon tu t'en sors pas. Quand tu es bon, ils vont te trouver un défaut. Quand t'es pas bon, il y a toute la terre qui s'abat sur toi. Si tu commences à écouter Pierre, Paul et Jacques, t'es mort. Et le plus dur, c'est pas vraiment moi personnellement, c'est plus pour ma famille. Parce que nous, Ok. après, entre guillemets, on y est habitué, tu vois, on a l'habitude. Ouais, ouais, Mais ton père, il n'a pas l'habitude de voir c'est sûr. marquer un cardinal, t'es une merde. Ouais, Tu vois, c'est son nom qui est en jeu. ouais, c'est sûr. Ton frère, mon petit frère, moi, qui avait, moi j'avais 20 ans, donc il en avait 15, 16. Il est pas prêt à avoir sur les réseaux des insultes. Ouais. Et c'est ça le plus dur, c'est quand tu vois, tu vois qu'on fait du mal à tes proches, en fait, indirectement. La saison suivante, tu commences titulaire, mais tu te blesses à l'échauffement, et c'est Walter Benitez qui te remplace. Et lors de ton retour de blessure, Lucien Favre décide de te laisser sur le banc. Comment est-ce que tu l'avais vécu, toi, ça? Ah là, ça avait été dur. Je joue les 10 premières journées du championnat. Et là, ça avait été une année. On avait fait les barrages d'Europa League, tu sais. On Ouais. avait fini troisième, donc Mm. tu joues le barrage. On avait Bien joué à sûr. l'Ajax Amsterdam, qui est donc bien évidemment un match très difficile. On les avait éliminés. Après, on avait joué les barrages de Ligue des Champions contre Naples. Mais ça demande énormément d'énergie déjà. Déjà, quand le championnat commence, nous, on est à 4 matchs officiels. Mais c'est 4 matchs à très haute intensité à Ouais. Amsterdam et Naples. Quand les autres équipes en sont à 1 de championnat. Donc on a dépensé beaucoup d'énergie. Et on avait un beaucoup moins bon rendement que l'année précédente, donc tout le monde était déçu. Et moi j'avais aussi, personnellement, j'étais moins bon, moins décisif. Et là on joue au Parc des Princes. La veille du Parc des Princes, je me déchire l'ischio. Mais je voulais quand même, quand tu joues au parc, tu veux jouer au parc. Et à l'échauffement, quand je dégage, je vois que je peux plus. Je sens que je peux pas jouer, donc je sors. Et quand je sors, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que Letizy, il me dit dans l'oreille, il me dit t'inquiète pas, quand tu reviendras, rien n'aura changé. Ok. Ouais. Je rate 3 matchs, ou en plus, je rate donc Paris, on perd 3-0. La Lazio de Rome en Coupe d'Europe, où on perd 1-0. Et je crois Dijon à domicile, où on gagne 1-0. Mais c'est 3 matchs où Walter n'est pas bon, n'est pas mauvais. Et quand je reviens, je m'attends à être titulaire.
Et là, ça a été un gros coup de choc quand je reviens et que j'apprends que je suis remplaçant, ça a été un très très gros coup de choc. Quand on est sportif pro, quand on est footballeur professionnel, comment ça se passe une journée type? Toi, quand tu étais à Nice, c'était quoi l'une de tes journées type par exemple? Alors, quand je vais te prendre une journée type avec quel coach tu veux? Je sais pas, avec Lucien Favre, allez. Avec Lucien Favre, ouais, tu avais entraînement à 10h, donc avec Lucien Favre, on devait être à l'entraînement 1 heure avant, on devait être dans le vestiaire donc à 9h. Donc tu arrives au centre à 9h, tu te changes, tu fais ta routine. Il y en a qui vont en muscu, il y en a qui vont en massage, il y en a qui vont en étirement, il y en a d'autres qui font rien. Et à 10h, tu t'entraînes, tu finis vers midi, midi et demi, et tu rentres chez toi. Et après, tu fais ta sieste, ta sortie. Si tu as des enfants, tu sors avec ton enfant. Et après, ça dépend des coachs. Tu as des coachs qui préfèrent s'entraîner l'après-midi, le matin. Ça dépend des coachs, oui. Okay. Mais admettons avec Vieira, lui, il imposait le petit déjeuner. Au centre de formation, ouais. Donc lui on devait être au centre à 8h30. Tout le monde prenait le petit déjeuner ensemble. Ouais. Après tu avais l'entraînement à 10h, tu finissais vers midi et quart, midi et demi. Après tout le monde mangeait ensemble à la cantine. Et après tu avais tes après-midi. Ok, j'ai une deuxième vidéo que j'aimerais te montrer. De la lutte avec Mario Balotelli. J'aimerais que tu nous dises un peu, c'était quoi ta relation avec lui? On avait une super relation avec Mario. Quand je le vois le premier jour, on se tape la main, il me regarde, je le regarde, on se fait un clin d'œil, et j'ai compris que c'était un peu comment dire, pour pas dire de mots vulgaires, mais que c'était un déconneur. Ok, ouais. Et moi, j'aime la rigolade. J'ai toujours besoin aussi de rigoler. Et avec lui, c'est vrai qu'on emmerdait beaucoup de monde dans le vestiaire. On aimait faire un peu les 400 coups. Et là, ce jour-là, il me dit viens, on va emmerder Bozetti. Ok. Et il me laisse passer. Moi, je réfléchis pas, donc je passe. Et une fois que je rentre dans la salle, il m'attrape. Et après, c'est une masse. Et une fois qu'il t'a attrapé, tu peux plus t'en sortir. Mais c'est une personne, vraiment une personne en or. Et moi, j'ai passé des moments avec lui. Tu es toujours en contact avec lui à l'heure d'aujourd'hui? De temps en temps. Ouais. C'est un peu plus rare, mais de temps en temps, c'est écrit. Et donc, tu m'as parlé de Ben Arfa qui est très impressionnant. Est-ce que Balotelli, lui aussi, il est très impressionnant au foot? Ouais. C'est un monstre, mais lui, il a quand même eu une carrière. Ouais. Je veux dire, il a joué dans des grands clubs. Dans des top clubs. Après, c'est juste lui, c'est le sérieux. C'est justement qu'il aime trop la déconnade, il aime trop qu'on parle de lui, mais malheureusement, c'est souvent dans le mauvais. Mais il a les qualités d'un top 10 attaquant. Il a rien à envier à personne en termes de qualité intrinsèque. En 2018-2019, donc c'est Patrick Vieira qui arrive. Tu es dans un premier temps toujours le numéro 1, mais au cours de la saison, il te refait passer deuxième gardien et tu ne seras plus jamais le numéro 1 à Nice jusqu'en 2021 où tu quittes le club. Comment est-ce que toi, tu avais vécu cette situation? Alors en fait, là, c'est bizarre parce que quand Vieira arrive, les matchs de préparation, je joue pas. Je joue pas du tout. Ça, je sais pas combien de matchs de préparation on doit faire. On doit en faire peut-être 6 ou 7 en général en pré-saison. Et moi, je joue 60 minutes contre... Il me fait jouer que 60 minutes contre Brighton. Après, je joue pas une minute de plus. Donc, je suis numéro 2. Quoi. Ouais. On fait le dernier match de préparation contre le Torino, je crois. Je joue pas du tout. Et là, on arrive le premier match de championnat contre Reims. On est dans le vestiaire. 1h30 avant le coup d'envoi. Il lève la feuille. Johan. Ah bon? D'accord. Allez, c'est parti. Et avec Vieira, c'était compliqué à Nice parce qu'il avait une façon de nous voir jouer qui ne nous correspondait pas. On n'y arrivait pas du tout. Et les premiers résultats ont été catastrophiques. Et là, une nouvelle fois, je n'ai pas été à la hauteur. Quand l'équipe est moins bien, la personne qu'on voit en premier, c'est le gardien. C'est lui qui va te faire gagner ou pas des points. Et là, je n'ai pas réussi à en faire gagner autant que je voulais. Après, il remet Walter contre Lyon et il fait un match exceptionnel. Et après, de là, tu peux plus le lever. Et il a enchaîné. Pas grand-chose à dire sur ça. Est-ce que tu penses que ta taille t'a porté préjudice? Bon, t'es pas petit, mais disons que par rapport aux gardiens actuels qui font 1m90, etc., t'es en dessous. Est-ce que tu penses que par rapport
à la vision de certains coachs, ça t'a joué préjudice à certains moments dans ta carrière? Je vais te dire, c'est pas par rapport au coach, c'est par rapport aux médias. Ok. J'ai toujours eu cette image du gardien atypique, atypique, atypique. Mais on était troisième de Ligue 1, on est premier jusqu'en février. J'avais les meilleurs stades d'Europe. Eh ben, ça dérangeait. Ouais. Tu vois, Ouais, bah ouais. il y a toujours quelque chose qui allait pas. C'est vrai. Et tu vis comment, toi, ça? Bah, tu le vis un peu mal parce que donc tu essayes de passer outre, mais tu veux que je fasse quoi de plus? J'étais le gardien Ligue 1 qui avait le plus de clean sheet, le gardien en Europe qui avait le meilleur taux frappe arrêt. Et on était premier de Ligue 1, meilleure défense de Ligue 1. Après, tu peux pas aller à l'encontre des gens. On peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude. Mais après, quand les résultats ils sont là, il faut les accepter. En dehors du foot, Ouais. quelles sont tes passions? D'autres sports que tu suis, des choses que tu aimes bien faire? Alors, ma première passion, c'est ma fille. Ça, c'est ma première passion. Et la deuxième, c'est la NBA. Ok. J'aime énormément la NBA. Je suis beaucoup. J'aime aussi beaucoup le tennis. Mais c'est vrai que Ok. la NBA, c'est mon sport C'est quoi ton équipe? Golden State. Golden State? Ah, on va bien s'entendre Moi, alors. c'est- Ah, Moi, c'est Curry à fond, numéro Ouais, 30. tout Je suis dans la pareil. team Ouais. numéro 30. moi aussi. Alors, ça va. Donc aujourd'hui, donc comme tu l'as dit, tu joues à Toulon, donc en National 2. Comment elle se passe la saison? Écoute, on s'attendait à une saison vraiment galère parce que l'année dernière, on s'est sauvé à la dernière seconde de la dernière journée. Donc, on s'attendait vraiment à vivre une saison très difficile. Et au final, on est cinquième, on est à un point du podium. Donc, c'est une saison qui se passe bien globalement. Se passe bien. Est-ce que ton objectif dans un coin de ta tête, c'est de réussir à rejouer en professionnel un jour? Par exemple, si tu as des clubs de Ligue 1, Ligue 2 ou National qui t'appellent, tu y réfléchirais avant d'y aller ou tu foncerais direct? Non, j'y réfléchirai parce que je suis séparé de la mère de ma fille. Donc, partir loin de ma fille, ce serait très très difficile pour moi. Je ne sais pas si j'y arriverai. Donc, j'y réfléchirai. Je pèserai le pour et le contre. Mais mon objectif principal, vraiment, c'est d'essayer de faire remonter le Sporting en national parce que c'est un club qui mérite d'y être. Ben, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quoi un peu le rythme à Toulon? Tu t'entraînes combien de fois dans la On semaine? s'entraîne tous les jours. Tous les jours, ok. En N2, on va dire que c'est semi-pro. Semi-pro, ouais, bien Ouais. sûr. Donc on s'entraîne tous les jours, on joue le samedi. Franchement, c'est un championnat très, bah, c'est forcément bien organisé, mais c'est un championnat très difficile. C'est un championnat avec énormément de niveaux. C'est un championnat très très compliqué. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, tu as eu plusieurs coachs dans ta vie à Nice en tant que professionnel. Mais là, je te parle pas forcément de Nice, de tous les coachs que tu as eu dans ta vie. Donc, que tu sois quand tu étais U11 à maintenant à Toulon. C'est qui, on va dire, le coach avec lequel tu t'es le mieux entendu, mais aussi celui qui t'a le plus appris? Alors le coach avec lequel je me suis le mieux entendu, c'est mon coach actuel à Toulon, Ok. Teddy Bertin. Le coach avec lequel j'ai plus appris, mais après quand tu es gardien, c'est L'entraîneur des gardiens? c'est Ouais. quand même différent, mais avec Lionel Echisi et quelqu'un qui est un peu moins connu, Jérémy Kiez, c'est des gens avec qui... Jérémy Kiez, ça a été mon formateur, on va dire. Ok. C'est lui qui m'a quasiment tout appris, qui m'a appris toutes les bases. Et après, Lechisi en professionnel, c'est celui qui... comment dire? Il a tout vécu, lui, dans sa carrière de footballeur, il a Ok. tout vécu. Donc, il est passé par toutes les étapes. Et lui, il arrive quand t'es pas bien, il arrive à te dire ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. Quand tu es bien, il te dit ce qui est en train de se passer, il t'alerte sur la chute, parce qu'il y a toujours une chute, et ce qu'il faut faire pour qu'elle soit la moins douloureuse possible. Donc je vais dire Jérémy Kiez et Lionel Echisi. Aujourd'hui, bon, je pense que tu suis encore le foot. Oui, Pour beaucoup. toi, en Ligue 1, mais aussi en Europe, quels sont les gardiens que tu trouves les meilleurs Actuellement, actuellement? alors pour moi, le meilleur gardien actuel, bon, il y avait Courtois, mais Ouais, la blessure. voilà, Ouais, il a ok. eu deux grosses blessures, donc
pour moi, le meilleur gardien au monde actuellement, je vais dire que c'est Mike Maignan. Ok. J'adore son profil. J'ai eu la chance de jouer contre lui quand il débutait en Ligue 1. Et c'est déjà, c'est un bon gars. Et en plus, il a des qualités exceptionnelles. Et après, le gardien que j'admire peut-être le plus au monde, c'est Ter Stegen. Ok. Et en Ligue 1 aujourd'hui? Moi, mon idole, c'est Mandanda. Donc, il est un peu sur la fin de carrière, mais il est toujours performant. Mais moi, mon gardien, c'est Steve. Et bon, alors forcément, donc tu as fait toute ta carrière professionnelle à Nice, mais tu es quand même Marseillais, on va dire. Aujourd'hui, en Ligue 1, est-ce qu'il y a un club que tu supportes plus que l'autre? Nice. Moi, j'ai grandi en étant Olympique de Marseille. Mais après, c'est vrai que quand tu bascules à Nice, ils n'aiment pas beaucoup les Marseillais. Quand tu fais 12 ans dans un même club, quand tu passes par toutes les émotions par lesquelles on est passé avec le public, tu es obligé de te prendre de liens, tu es obligé d'avoir des sentiments pour ce club, tu vois. Et aujourd'hui, le club que je suis le plus actuellement, c'est Nice. Même si c'est vrai que l'OM, c'est toujours un club que tu regardes avec attention. Donc, sur ma chaîne, j'ai un principe, on va dire, c'est que la personne d'avant pose une question à celle d'après. Donc, je vais te montrer la personne qui était avant. Donc, c'était Fabrice Roussel, c'était un ingénieur en formule électrique. Et donc, du coup, il a une question pour toi. Donc, je vais te la laisser écouter pour que tu puisses y répondre. J'ai envie de lui demander si, durant sa carrière, à l'occasion d'une rencontre, il y a un geste qu'il a réalisé, un geste technique qu'il a réalisé, qui l'a vraiment marqué, dont il est donc pas forcément fier, mais vraiment où il est vraiment allé chercher au-delà de tes limites, du coup. Si tu pouvais nous en parler. Oh, c'est dur comme question. Ouais, je suis d'accord. On va dire un geste. Moi, j'ai un petit frère qui devait mourir quand il était jeune, qui est né avec une malformation, et par on va dire un miracle et grâce à Dieu, il a réussi à être sauvé par un médecin sorti de nulle part, bref. Et pour moi, les hôpitaux et les enfants malades, ça a toujours été c'est toujours très difficile pour moi, c'est toujours très douloureux d'aller dans les hôpitaux. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Et quand on m'a proposé d'être parrain d'une association avec le GCS, on m'a proposé d'être parrain de l'association Le Point Rose. Et quand j'ai accepté, c'est un truc où j'ai vraiment beaucoup réfléchi parce que j'étais pas vraiment à l'aise. Tu vois, tu sais pas comment. Est-ce que je vais assumer? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce que. Parce que tu as une image, donc est-ce que je vais être à la hauteur du club Et quand j'ai accepté, ouais, je me suis peut-être surpassé. Et c'est une association, c'est vraiment. C'est dur parce que c'est une association où, comment t'expliquer? C'est à la perte d'un proche. C'est les gens qui ont perdu un enfant, un mari. C'est les gens qui sont là pour aider ça. Et là, ça, c'est peut-être vraiment le geste sur lequel je me suis le plus dépassé. Du coup, pour finir, donc tu vas pouvoir poser une question à la prochaine personne. Donc, on va couper pour pas qu'on entende, mais du coup, la prochaine personne, ça va être. Voilà, si tu as une question pour lui, tu peux y aller. Quels sont les points communs qu'il y a entre le basket et le football au niveau vision du jeu et au niveau mental? Ok, parfait. Bon, ben merci Yoann en tout cas. Merci à toi. Merci d'être venu, c'était cool et à C'est bientôt. génial, tu as bien travaillé franchement. Merci et bonne fin de saison. Merci, on va essayer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon Instagram et à mon TikTok qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo, ça permet de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires qui est selon vous le prochain invité de Tout Terrain. Merci à tous et à très vite.